le maire du village Baïséa. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous accueillir pour ce quatrième webinaire du village Baïséa Aquitaine avec ses partenaires. Et c'est avec un immense plaisir que je remercie et qu'on accueille aujourd'hui notre partenaire EDF. Et je le remercie vraiment parce que Sylvie, notamment, tu as réagi extrêmement vite quand on a voulu mettre en place ce webinaire avec vous. Donc merci beaucoup. Un sujet particulièrement intéressant et particulièrement d'actualité. Donc je remercie aussi nos intervenants. Et je vais laisser la parole, très rapidement à Olivier Roland pour introduire cette réunion. Merci encore. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, ce webinaire est sur la mobilité électrique. La mobilité électrique qui s'annonce comme devant être une nouvelle frontière pour le transport en général et évidemment pour l'industrie automobile en particulier. Je pense que vous l'avez entendu, on parle d'une prime d'achat du véhicule électrique augmentée à près du kilo-euro avec des aides également pour les véhicules hybrides. On parle d'un plan pour accélérer la pose de bornes, on parle de 100 000 bornes sur les autoroutes. Enfin bref, il y a une sorte de branle-bas de combat relancé un petit peu autour du véhicule électrique. L'Europe, globalement, plonge dans le véhicule électrique. Au mois de mars, les immatriculations en Norvège, c'était près de 60% des véhicules qui étaient immatriculés en électrique. BMW a transformé toute sa flotte pour passer en hybride rechargeable. Volvo aussi. Porsche a arrêté la fabrication de son petit 4x4 qui s'appelle le Macan pour le passer exclusivement à l'électrique à partir de 2021. A lancé une nouvelle voiture haut de gamme, enfin Porsche forcément haut de gamme, le Taycan qui sera totalement électrique à partir de 2021 également. Bon, bref, il y a une révolution dans cet univers-là. Il y a des fins annoncées de vente de véhicules thermiques en Allemagne, qui est quand même une des patries de l'automobile, en Norvège évidemment à 2030-2035. Une pétition en ce moment en Angleterre circule pour l'interdiction du véhicule électrique, de la vente de véhicules électriques à 2030. Donc on est vraiment dans une transformation profonde. Les obligations pour les entreprises et pour les collectivités, elles existent d'ores et déjà, on va y revenir, mais elles vont probablement être accentuées, renforcées, pour permettre le déploiement encore plus rapide de véhicules propres. Alors on va revenir sur tous ces aspects, puis dresser un portrait global du marché du véhicule électrique et des perspectives qu'on peut trouver autour du véhicule électrique pour les prochaines années, les prochains mois et les prochaines années. Mais ce dont il faut bien être conscient, à mon sens, c'est que le véhicule électrique, c'est pas seulement un véhicule plus propre et puis des bornes de recharge, c'est aussi définitivement un nouvel élément du système électrique, puisqu'il est connecté au réseau. Alors, il est connecté au réseau, évidemment, puisqu'il retire de l'électricité du réseau pour la charge, mais il est également connecté au réseau pour retirer cette charge de manière intelligente, c'est-à-dire quand le véhicule en a besoin et quand le réseau est en capacité d'en fournir, à tout moment. Il est plus intelligent de charger son véhicule à 4 heures l'après-midi qu'à 19 heures le soir, par exemple. Mais également, le véhicule pourra fournir de l'électricité au réseau, être une logique de stockage mobile, et non seulement stockage mobile, mais stockage mobile et rémunéré, ce qui offre à la fois une connexion au système électrique, mais également un nouveau modèle économique. D'un côté pour les consommateurs, qui pourront devenir producteurs d'électricité, en tout cas stocker l'électricité et la revendre au réseau à certains moments, mais également pour le système électrique qui pourra utiliser ces batteries diffuses, disponibles partout sur les territoires et pouvant être utilisées dans des logiques d'effacement ou des logiques de gestion de l'approvisionnement en électricité. Voilà, alors pour EDF, cette nouvelle frontière est évidemment extrêmement importante et conditionne une partie de notre activité. Nous avons l'ambition d'être dès 2022, donc demain matin, une triple ambition d'être le premier fournisseur d'électricité pour véhicules électriques en Europe, d'être le premier exploitant de bornes. Nous sommes déjà le premier exploitant de bornes de véhicules électriques en Europe. On veut continuer à sécuriser nos positions avec aujourd'hui près d'une centaine de milliers de bornes qui sont opérées directement par nos filiales. Et puis d'être le leader du smart charging. Le smart charging, c'est à la fois la recharge intelligente du véhicule, mais également la capacité à restituer cette électricité au réseau ou aux entreprises de particuliers de manière également intelligente. Voilà, quelques éléments de portrait, et je cède la parole maintenant à
à Eric et Bruno pour rentrer plus dans les détails de la mobilité électrique. Oui, merci Olivier. Bonjour à tous. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui à ce webinaire. Alors, on dit mobilité électrique et vous avez compris qu'on va centrer le débat aujourd'hui beaucoup plus sur les voitures électriques et sur les infrastructures de recharge pour ces voitures électriques, parce que c'est le sujet du moment et d'ailleurs l'actualité nous rejoint, on en parlait, puisque cet après-midi, le président de la République va annoncer un plan de relance de l'industrie automobile française et un pan de ce plan est consacré entièrement aux véhicules électriques. Alors, nous serons deux à présenter aujourd'hui ce webinaire. Donc moi-même, Éric Taracol et Bruno Metté. Nous sommes tous les deux en charge du projet voiture électrique, mobilité électrique pour EDF, pour la direction commerce régionale Sud-Ouest. Alors, on parle de plus en plus de mobilité électrique, mais il faut quand même qu'on ait quelques éléments de contexte. Qu'est-ce qu'on va tenter de vous présenter aujourd'hui, que vous ayez rapide pour avoir une bonne vision de ce marché. Et en fin de webinaire, on vous présente quelques offres, les offres d'EDF, qui sont centrées sur les infrastructures, ce qu'on appelle les IRVE, infrastructures de recharge pour véhicules électriques, au travers notamment de nos filiales. Un petit point technique avant de démarrer, vous pouvez poser des questions. Il y a une zone de commentaires via Teams. Et Bruno, qui regarde si vous posez des questions, collectera au fur et à mesure en live ces questions. Et nous avons consacré 2 temps, en milieu de webinaire et en fin de webinaire, pour répondre à certaines de vos questions. Et bien entendu, nous répondrons après le webinaire à toutes les questions posées. Alors, je vous propose de démarrer sur le contexte de marché. Alors, la mobilité électrique, aujourd'hui, si on prend des chiffres bruts, on a en circulation en France 39 millions de véhicules, véhicules de tourisme, véhicules de société, en tout cas 39 millions de véhicules immatriculés. Sur ces 39 millions, nous avons seulement aujourd'hui 1% de véhicules électriques. Donc on est aujourd'hui dans un marché de niche, et encore de niche. Et de fait, lorsqu'on interroge peut-être même vous-même un certain nombre de personnes, on a beaucoup de freins autour de la mobilité électrique. Trop cher. Un véhicule électrique est beaucoup plus cher qu'un véhicule thermique. C'est vrai, l'écart de prix peut se situer entre 5 et 10 000 euros à l'achat. L'autonomie. Aujourd'hui, on pense qu'un véhicule électrique peut faire 100, 200 km. Au-delà, ça devient compliqué. Et pour des trajets longs, lorsqu'on veut partir en vacances, un véhicule électrique n'est pas adapté. Ensuite, un véhicule électrique, dans l'imaginaire, c'est un petit véhicule. Ce n'est pas un 4x4, ce n'est pas un SUV, ce n'est pas une grosse berline. On a tous en tête, par exemple, l'image de la Zoé, de la Renault Zoé, qui est plutôt un petit véhicule. Et souvent, les gens, quand ils veulent s'équiper d'un véhicule électrique, ils pensent tout de suite à un véhicule de deuxième main, de deuxième usage, après le véhicule principal. Et enfin, on a beaucoup de questions autour de l'accessibilité, de la simplicité de la charge. Est-ce qu'il faut louer une batterie? Est-ce que je dois acheter un câble supplémentaire? Est-ce que les bornes de recharge sont adaptées à mon véhicule partout en France? Est-ce qu'il y a assez de bornes? Enfin, autant de questions qui limitent beaucoup l'accès aux véhicules électriques. Donc, on l'aura compris aujourd'hui, le véhicule électrique n'est pas acquis dans l'imaginaire et dans l'opinion publique. Ce n'est pas un marché aujourd'hui. Et pourtant, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous pensons que ce marché va exploser, littéralement exploser. Les estimations vont jusqu'à 30% de véhicules électriques en circulation en France, c'est-à-dire un peu plus de 10 millions, à l'horizon 2030. Alors pourquoi? Alors je vais peut-être laisser la parole à mon collègue Bruno, qui va vous détailler cela. Voilà. Donc en fait, pourquoi le marché du véhicule électrique va démarrer? Parce que globalement, il y a déjà une réglementation qui va favoriser la vente de véhicules électriques. Donc la réglementation, elle est de 2 niveaux. Il y a une réglementation qui va s'imposer au niveau des constructeurs, qui leur impose pour 2020 et pour les années à venir, sur l'ensemble du parc de véhicules vendus, de vendre des véhicules qui, en moyenne, feront moins de 95 grammes par kilomètre parcouru de CO2.
Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à 2019, on était sur une moyenne de 118 grammes. Si on fait la référence aux différents véhicules, donc on va dire un véhicule type Clio 208, c'est aux alentours de 100 grammes, et un 4x4, c'est aux alentours de 200 grammes par kilomètre parcouru. Donc à chaque fois en fait que les constructeurs vont vendre des gros véhicules thermiques, il faudra qu'ils vendent aussi des véhicules qui sont moins polluants, donc hybrides rechargeables ou électriques, sachant qu'un véhicule hybride rechargeable, c'est 60 grammes par kilomètre de CO2 parcouru, et qu'un véhicule électrique, c'est 0 grammes. Voilà. Donc ça, c'est une réglementation qui va s'imposer aux constructeurs et qui va les pénaliser, c'est-à-dire qu'il y aura une pénalité qui leur sera imposée s'ils ne respectent pas cette réglementation. Cette pénalité, effectivement, elle est 95 € par gramme de kilo, par gramme, 95 € par kilomètre parcouru par gramme, ce qui veut dire que sur un véhicule, ça peut renchérir le prix jusqu'à 2000 ou 2500 €. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, c'est la réglementation qui s'impose aux constructeurs. Et quand on regarde le schéma qui est à côté, on se rend compte qu'effectivement, aucun constructeur aujourd'hui n'est à la cible des 95 grammes sur l'ensemble du parc moyen vendu. Et ces pénalités peuvent mettre en jeu effectivement leur survie. À titre d'information, par exemple, Renault, c'est l'équivalent de son chiffre d'affaires de son résultat net, excusez-moi, qu'il devra payer en pénalité s'il ne fait pas quelque chose. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la loi LOM. La loi LOM, c'est la loi d'orientation des mobilités. Donc, elle a été votée en fin d'année. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, toute entreprise doit, à partir du moment où il a des parkings, équiper ces parkings en bornes de recharge pour véhicules électriques. Et à partir du moment où il a une flotte d'entreprise, convertir progressivement sa flotte d'entreprise vers de la mobilité électrique. Donc, quand on regarde la réglementation, il y a deux choses sur les parkings. Les parkings existants, il y aura une obligation d'ici 2025 d'équiper une place de parking toutes les 20 places. Ce qui veut dire, en gros, si j'ai un parking de 100 places, il faudra que j'ai 5 bornes de recharge sur ce parking-là. Et la réglementation aussi, elle est plus stricte pour les parkings, les nouveaux parkings, c'est-à-dire les parkings en construction qui font lieu d'un permis de construire, où elle dit globalement qu'il faut qu'il y ait un emplacement sur 5 qui soit prééquipé. Quand on dit prééquipé, ça veut dire qu'il y a une réserve de puissance qui est faite au niveau de la puissance électrique pour pouvoir accepter la mise en place de bornes, et que toute la partie câblage doit être passée dans le génie civil de manière à pouvoir équiper les futures places. Et donc aussi, en plus de ça, la réglementation dit qu'il doit y avoir à minima une borne de recharge si le parking fait plus de 10 places et 2 bornes de recharge si le parking fait plus de 200 places. Donc ça, c'est les contraintes sur les nouveaux parkings. Sur les flottes, en fait, il y a une distinction entre, on va dire, collectivités locales et établissements publics et les entreprises. Concernant les entreprises, c'est plutôt les grosses entreprises qui vont avoir des flottes importantes, donc supérieures à 100 véhicules, où là, il faudra qu'à partir du 1er janvier 2022, lors du renouvellement de leurs véhicules, ils en aient minimum 10% qui soient à faible émission, donc électriques ou hybrides rechargeables, pour progressivement aller vers un seuil de 50% en 2030. Donc ça, c'est les deux points à noter sur la loi LOM qui concernent les entreprises. Donc l'installation de bornes sur les parkings existants et la mise en place de véhicules électriques dans les flottes de véhicules d'entreprise. En parallèle, il y a aussi une autre chose qui est pour les copropriétés, donc pour tout ce qui est particulier, ce qu'on appelle le droit à la prise. C'est-à-dire qu'en fait, toute personne dans une copropriété qui souhaite installer une borne de recharge doit en faire la demande auprès de son syndic et le syndic ne peut pas le refuser. Il en avertit les copropriétaires, mais il ne peut pas le refuser. La seule chose, c'est que ça reste aujourd'hui à la charge du copropriétaire qui le demande. Donc ça, c'est les deux points réglementaires qui effectivement font que la mobilité va se développer. La taxe café qui impose les concessionnaires et la loi LOM qui impose les entreprises. Donc ensuite, l'autre point, c'est effectivement les arguments économiques.
Quand on regarde en fait un véhicule, il faut regarder le coût total de possession. Et si on regarde le coût total de possession, il y a plusieurs points à voir. Un, le coût d'achat du véhicule. Donc, au niveau du coût d'achat du véhicule, il est clair que, comme le disait tout à l'heure Eric, ça joue en faveur du véhicule thermique qui est beaucoup moins cher que le véhicule électrique. Donc ça, c'est un point, effectivement, quand on regarde juste le coût d'achat, on dit ben, on va plutôt prendre un véhicule électrique qu'un véhicule thermique, excusez-moi, qu'un véhicule électrique parce qu'il est moins cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, effectivement, il y a quand même pas mal de choses, autres choses à regarder, notamment les notions de fiscalité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, une entreprise qui achète un véhicule électrique peut amortir jusqu'à 45 000 euros du montant du véhicule, donc 30 000 euros par rapport au véhicule et 15 000 euros par rapport à la batterie. Donc, c'est quand même pas négligeable, alors que sur un véhicule thermique, l'amortissement, il est plafonné à 18 000 euros pour les petits véhicules, et même pour les véhicules polluants, il descend à 9 000 euros. Donc ça, c'est un premier point sur la fiscalité. Un deuxième point sur la fiscalité, c'est qu'effectivement, pour les entreprises, ce n'est plus considéré pour les salariés comme un avantage en nature. Donc en fait, ce n'est plus à déclarer. L'URSSAF a considéré qu'effectivement, la recharge du véhicule n'était pas le montant éviter qu'on le déclare en avantage en nature. Donc ça, c'est des points sur la fiscalité. Et aussi pour les entreprises, il y a la taxe sur les véhicules de société qui est en fait qui est annulée. Donc en fait, la taxe sur les véhicules de société, c'est entre 400 et 1000 euros, donc c'est annuellement, donc c'est quand même pas négligeable. Donc voilà au niveau fiscalité. Et il y a aussi la vignette qui est un peu moins, le coût de la vignette parce qu'il est un peu moins élevé. Donc en fait, tous ces éléments favorisent le véhicule électrique. Le deuxième point, c'est le coût du carburant et de l'entretien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un véhicule électrique, globalement, le moteur, c'est 40 pièces, alors que dans un véhicule thermique, c'est 400 pièces, c'est 10 fois plus. Ce qui fait qu'en fait, au niveau de l'entretien, le coût d'entretien d'un véhicule thermique est plus élevé que le coût d'entretien d'un véhicule électrique. Et idem, si on regarde la recharge, donc la recharge du véhicule, se charger à l'électrique, c'est beaucoup moins cher que faire un plein pour un véhicule thermique. À titre de comparaison, on dit que globalement, pour 100 km, un véhicule électrique, ça revient à peu près en exploitation à 2 euros, alors qu'un véhicule thermique, ça revient aux alentours de 10 euros. Donc là, effectivement, en utilisation, le véhicule électrique est beaucoup moins cher que le véhicule thermique. Et le deuxième point, c'est les subventions. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, par exemple, sur l'achat d'un nouveau véhicule, aujourd'hui, lorsqu'on est une entreprise, on a une subvention de 3 000 euros. Lorsqu'on est un particulier, elle est de 6 000 euros et donc elle va probablement passer à 8 000 euros. Et deuxième point, lorsqu'on installe aussi des bornes de recharge, il y a ce qu'on appelle le programme Advenir, qui est subventionné par les certificats d'économie d'énergie, qui permet en fait de financer jusqu'à 40% de l'investissement dans la borne de recharge. Donc, c'est bien ça qu'il faut regarder, c'est quand on regarde le coût du véhicule, il faut regarder le coût dans sa globalité, que ce soit l'achat, la fiscalité, l'entretien et le carburant et les subventions. Je te repasse la main, Eric. Oui, alors, du coup, est-ce que vous m'entendez bien, j'espère? Du coup, là, on vous a mis un petit document d'argumentation de vente d'un concessionnaire auto qui date de mars 2020, juste avant le confinement, qui situe très simplement le véhicule électrique comme étant intéressant pour un usage entre 10 et 20 000 km par an. Et de fait, les calculs montrent que le véhicule électrique devient rentable sur un cycle de vie dans ces eaux-là, sachant que aujourd'hui, un Français fait en moyenne 40 km par jour, c'est-à-dire entre 12 et 14 000 km par an en moyenne. Donc, le véhicule électrique est intéressant et d'autant plus intéressant, bien sûr, que vous avez un accès facilité aux bornes de recharge. Donc, du coup, en ordonnée, vous avez l'accès aux bornes de recharge. Et plus vous avez un accès facile, plus le véhicule électrique est intéressant. Pour une entreprise a beaucoup intérêt à aller vers le véhicule électrique, tout simplement parce que la très grande majorité des véhicules de flotte
sont dans ces eaux-là, sont entre 10 et 20 000 km par an, contrairement à ce qu'on pense. On pense toujours aux véhicules des commerciaux, par exemple, mais beaucoup de véhicules de flotte ou d'entreprise sont au parking et sont plutôt destinés à ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre. On pense aux traiteurs, aux auto-écoles, etc. Alors, Bruno, je peux peut-être te repasser la main sur cette partie-là. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'effectivement, il y a un changement dans les habitudes à avoir. C'est comme disait Eric tout à l'heure, en fait, un véhicule, il parcourt en moyenne 40 km. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne va plus aller à la station-service pour se recharger, mais on va plutôt se recharger chez soi ou dans son lieu de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un véhicule électrique, en fait, un véhicule électrique ou thermique, il est utilisé que 10% de son temps. 90% du reste du temps, il est stationné. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va charger son véhicule chez soi ou dans l'entreprise. Et là, on va utiliser des bornes de recharge qui font entre 3 et 7 kg, généralement. Et à titre d'information, par exemple, avec une borne de recharge qui fait 7 kg, on va récupérer 50 km d'autonomie à peu près en 1 heure sur un véhicule qui est adapté à la borne de recharge. Donc, dans la majeure partie des cas, le véhicule, il permettra on pourra le recharger chez soi. Et c'est ce que disait en fait un concessionnaire. Il disait qu'en fait, le temps de recharge du véhicule, globalement, il disait, moi, c'est 30 secondes le temps de recharge d'un véhicule. Parce que globalement, la majeure partie de la recharge, elle est en temps masqué. C'est-à-dire que ce que ça me prend comme temps, c'est de brancher la prise. J'arrive le soir chez moi où je suis en entreprise, je branche la prise. Je vais faire ce que j'ai à faire et le lendemain matin, quand je repars, je débranche la prise et je repars. Voilà. Donc ça, c'est 80% du temps, le véhicule il va se recharger au domicile ou en entreprise. On pourra aussi faire de la recharge occasionnelle dans les grandes surfaces ou dans les restaurants, les hôtels. C'est-à-dire qu'en fait, on va se stationner pendant 1 heure ou 2 heures pour faire ses courses ou autres. Et là, effectivement, les hôtels, les centres commerciaux installent des bornes qui sont des puissances un peu plus importantes, 22 kg, et qui pourront effectivement permettre de faire le temps de recharge, une charge occasionnelle. Et alors, lorsqu'on est en itinérance, ce qui arrive aussi, parce que des fois on a des grandes distances à faire, on a effectivement ce qu'on appelle des bornes de recharge rapide qui permettent globalement en 1 heure, entre une demi-heure et 1 heure, de récupérer entre 150 et 250 km d'autonomie grâce à la technologie, on va dire, de bornes de recharge rapide en courant continu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces différents types de charges ont un coût. Par exemple, quand on est chez soi ou sur son lieu de travail, une prise renforcée, c'est aux alentours de 600 € pour l'installation. Une borne de recharge 7 kg, on va plutôt être à 2000 € installation comprise. Et par contre, quand on est effectivement sur des bornes de recharge courant rapide, des bornes de recharge rapide, on va être plutôt aux alentours de 30-35 000 € de coût d'installation. C'est pour ça que dans les entreprises, on va plutôt mettre des bornes de recharge 7 kg, voire 22 kg. Donc ça, c'est effectivement ce qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, il faut changer notre mode de fonctionnement par rapport à la recharge et intégrer qu'un véhicule, globalement, il est très peu utilisé finalement et qu'il peut se recharger en temps masqué chez soi ou en entreprise. Alors, en synthèse de cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché des voitures électriques et de la mobilité électrique, en fait, va naître de la réglementation. On l'a vu, réglementation européenne, et ensuite relayée par l'État français via la loi LOM. Et cette réglementation va obliger progressivement les entreprises à s'équiper via leur parking et via leurs véhicules de flotte. La deuxième chose à retenir, c'est qu'il faut, pour s'équiper en véhicule électrique, bien dimensionner ses infrastructures de recharge et donc avoir une bonne connaissance de ses usages. Souvent aujourd'hui, on achète des véhicules thermiques, et on ne se rend pas compte que 90% du temps, ces véhicules thermiques sont à l'arrêt, donc du coup inutilisables, parce que inutilisés. Un véhicule électrique, ce sera pareil, mais du coup, il faut bien regarder quel sera l'usage, et on le verra plus tard, il y a d'autres options qui se profilent, notamment liées au stockage de l'énergie dans la batterie du véhicule. Et enfin, il est intéressant, contrairement à ce que pense aujourd'hui l'opinion publique, et notamment un certain nombre de personnes en entreprise,
il est intéressant de s'équiper d'ores et déjà en véhicule électrique sur un cycle de vie. Alors évidemment, ça dépend, c'est du cas par cas, mais globalement, sur un cycle de vie de 3 ans, en regardant le coût total de possession et les avantages fiscaux qui sont nombreux et qui d'ailleurs, probablement aujourd'hui, vont augmenter. Pour finir la séquence, alors je vous propose un petit quiz. Je sais que vous ne pourrez pas répondre en direct puisque l'exercice webinaire ne le permet pas, mais ça vous permet de réfléchir. Je vais vous laisser réfléchir quelques secondes à chaque question et puis je vous donnerai la réponse. Alors, première question. Une entreprise doit s'équiper de combien de bornes électriques si elle est propriétaire d'un parking de plus de 20 places? Vous Alors, la pouvez, si vous réponse, souhaitez, oui. si vous le souhaitez, mettre les réponses dans la conversation. Oui, si vous le souhaitez, oui. Alors, je donne la réponse, c'est au moins une. Donc ça, c'est la loi L'Homme. Donc le décret n'est pas encore signé puisque la crise du Covid a un petit peu décalé tout ça, mais la loi est parue en fin d'année 2019. Combien coûte une charge pour 100 km en véhicule électrique et en véhicule thermique? Alors en véhicule thermique, c'est le coût d'énergie, c'est l'essence qu'on y met. Tout ça, bien entendu, en moyenne. Alors la réponse, 2 € en moyenne, ça peut être selon les modèles, vous pouvez monter à 2 €, 2,50 € parfois. C'est 2 € à 2,50 € pour le véhicule électrique pour 100 km, contre 10 €, même aujourd'hui avec un prix du carburant qui a baissé, avec les aléas du pétrole actuel, du cours du pétrole, 10 € pour le véhicule thermique. Donc vous avez un rapport de 1 à 4, voire 1 à 5 dans l'utilisation d'un véhicule, et évidemment, c'est très à l'avantage du véhicule électrique. Et ça, hors entretien. En 1 heure de charge, quelle autonomie maximale peut-on récupérer sur une borne classique? Alors on dit classique, borne de 7 kg, parce que c'est beaucoup de ces bornes qui équipent aujourd'hui l'espace public. Vous les retrouvez beaucoup aussi dans les parkings, dans les villes, dans les centres urbains. Ce sont des bornes de 7 kg standard, on va dire. Alors vous récupérez, c'est un repère, à peu près 50 km. Si vous avez une prise renforcée chez vous et que vous vous connectez, que vous branchez chez vous avec une prise renforcée, donc qui n'est pas une borne de 7 kg, hein, c'est une prise à 3,7 la plupart du temps, la moitié. Donc vous récupérez à peu près 20 à 25 km par heure. Finalement, en une nuit, vous pouvez recharger votre véhicule. Et les usagers aujourd'hui d'un véhicule électrique ne réfléchissent plus. Le soir, ils se branchent, le lendemain, elle est chargée. Et d'ailleurs, souvent, très souvent, ils ne font que 1 à 2 recharges par semaine. D'autant qu'ils peuvent se charger aussi à leur travail, lorsqu'ils ont la capacité, la possibilité de se recharger. Et dernière question, pour quel kilométrage annuel est-il intéressant de s'équiper en véhicule électrique? Alors je pense qu'on l'a bien souligné. Donc c'est entre 10 et 20 000 km par an, c'est-à-dire le standard, la moyenne aujourd'hui des Français et des voitures d'entreprise. Voilà pour la première partie. Alors on avait prévu une petite séquence de questions-réponses. Alors je m'adresse à Bruno, puisque je n'ai pas moi accès aux questions, comme je suis en plein écran. Je ne sais pas s'il y a eu des questions qui ont été posées en live. J'ai eu des réponses concernant ton questionnaire, donc les réponses étaient justes, donc tout va bien. Ah, c'est signe tout va bien. C'est signe qu'on a été clair, on va dire. Ça prouve que vous êtes attentif. Par contre, merci. j'ai pas d'autres commentaires, j'ai pas d'autres questions. Si vous avez, n'hésitez pas à les poser. Il n'y a pas de Oui, on souci, peut on est là pour y attendre répondre. quelques secondes hein, si vous avez des questions qui vous viennent. Sinon, on va continuer. J'attends quelques secondes s'il y a une question. Oui, allô, je ne sais pas si ça fonctionne avec le micro. Oui, on entend. Bonjour, c'est Dominique Guedet de Total Développement Régional. Oui. Deux questions. Une, pourquoi le véhicule électrique est-il toujours si cher par rapport au véhicule thermique, vous l'avez exposé, alors que industriellement, vous l'avez exposé aussi, et ça a été dit aussi par le patron de Peugeot qui signalait par là
que si on passait massivement aux véhicules électriques, on allait aussi avoir du chômage dans les usines, il comporte beaucoup moins de pièces et est donc a priori beaucoup moins coûteux industriellement à assembler. Oui, alors la réponse est assez simple, c'est que c'est tout simplement lié au coût de fabrication d'une batterie électrique. Alors, le coût aujourd'hui est estimé aux alentours de 6 000 euros. Il était de 20 000 euros il y a 10 ans. Donc, il a été divisé par 3, lié à des avancées technologiques, mais ça reste quand même un montant très élevé. Et il y a derrière aussi une sécurisation de l'approvisionnement des composants de cette batterie. Donc ça, il y a à la fois des données économiques et stratégiques. Quand vous avez une pièce centrale comme une batterie électrique, qui est la pièce majeure d'un véhicule électrique, qui coûte 6 000 euros, par rapport à une technologie thermique qui est aujourd'hui maîtrisée depuis des décennies, forcément, l'écart vient de la batterie et vient de cette nouvelle technologie. D'ailleurs, souvent, l'écart correspond à peu près au coût de la batterie électrique, l'écart entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Donc, je ne sais pas si je réponds clairement à votre question, mais aujourd'hui, Si, tout cette à fait. différence entre un véhicule thermique et un véhicule électrique vient du coût de la batterie, composée de métaux rares. Métaux, d'ailleurs, et je fais juste un petit aparté, puisque c'est quand même dans l'actualité aujourd'hui, on parle de relocalisation des chaînes de fabrication, notamment de véhicules électriques en France. Peugeot vient d'annoncer il y a 2 heures que le véhicule 3008 serait relocalisé en France, y compris 3008 hybride rechargeable et électrique. Mais Peugeot le fait un peu contraint et forcé parce que pour fabriquer une batterie électrique, les métaux rares sont essentiellement chinois. Un peu comme les téléphones et les micro-ordinateurs, hein, c'est la même problématique. Il faut importer de Chine certains composants. Ils ont le quasi-monopole sur ces composants. Et donc, aujourd'hui, la question en fait centrale pour baisser le prix d'un véhicule électrique, c'est la maîtrise des métaux rares et donc la relocalisation en Europe de ces métaux rares. Et là, couplé à une avancée technologique sur le coût de la batterie, il sera probable, possible en tout cas, dans quelques années, que le prix d'un véhicule électrique, économiquement parlant, soit à peu près au niveau d'un véhicule thermique. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui pour les raisons que je vous ai exposées. Et là, on parle des je véhicules pense- électriques et pas des hybrides rechargeables, parce que les hybrides Non, rechargeables, on les achète chez les fabricants pour pratiquement le même prix que le véhicule thermique aujourd'hui. oui, mais les hybrides rechargeables, en fait, c'est un entre-deux. Donc, la batterie électrique d'un hybride rechargeable est beaucoup plus petite, donc beaucoup moins chère, tout simplement. D'accord. je Et pense, je pense qu'il y a, désolé, pardon, oui. oui, je Oui, pense qu'il y a un Bruno, autre vas-y. argument aussi, qui est un argument d'effet d'échelle, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les chaînes de fabrication, enfin, quand on sort un véhicule électrique, on sort 100 véhicules thermiques. Donc, il y a quand même aussi un effet d'échelle qui fait que progressivement, le volume de véhicules électriques augmentant, le coût, en fait, diminuera. Ok. Et désolé, j'ai une autre question qui est le coût de la charge, la comparative entre thermique et électrique. Donc le coût de la charge à 2 euros par 100 km. J'ai quand même cru comprendre que récemment, certains exploitants de bornes de recharge rapide sur les longs trajets, le prix qu'ils pouvaient pratiquer ayant été libéré, ils ont annoncé que ça allait changer complètement. Oui, alors nous, quand on vous parle de 2 euros au 100 km, on raisonne en moyenne. C'est-à-dire, si vous rechargez par exemple chez vous, vous rechargez au tarif électrique, au contrat avec la puissance que vous avez chez vous. Donc là, du coup, le prix est assez bas. Si vous allez effectivement sur un trajet long en station d'autoroute, vous allez payer votre recharge puisque ce n'est pas gratuit. Et là, le coût augmente et il est D'accord. au-delà des 2 euros. Donc là, on est sur une moyenne. C'est Effectivement, vrai. on a. Oui, vas-y Bruno, si tu veux Oui, c'est compléter. vraiment lié au fait qu'effectivement, on va recharger à domicile et donc on va recharger au coût du kilowattheure réel. Et plus souvent, c'est-à-dire que 80% des charges se feront à domicile. C'est la majeure, c'est une des principales réponses à ça. Alors après, il faut savoir, on l'a dit, hein, que les bornes de recharge rapide, aujourd'hui, coûtent très cher. Bruno a cité le coût environ 15 à 20 000 euros hors installation pour une borne de recharge rapide. C'est 10 fois plus cher qu'une borne classique. Donc forcément, il faut la rentabiliser. Quand un opérateur l'installe, il veut la rentabiliser et donc il cherche à la rentabiliser en tarifant la recharge. Ça, forcément, ça ouvre
et il peut y avoir des effets d'aubaine, mais je pense que, et ça c'est à titre personnel que je vous dis ça, je pense que le marché va se réguler au fur et à mesure que l'offre de bornes va se développer. Aujourd'hui, l'offre de bornes en recharge rapide est plutôt limitée, donc il y a des effets d'aubaine, effectivement. Merci. Il y a deux questions qui sont arrivées là sur la conversation. Donc la première, ça concerne effectivement le véhicule to grid et la revente d'énergie au réseau. Donc ça, je propose qu'on on va en parler. regarde cette question parce qu'on en parlera tout à l'heure effectivement dans les offres. Et la deuxième question, c'est le quid du coût environnemental du véhicule électrique, du fait des métaux rares et autres. Donc ça, on peut apporter une réponse globale, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie des véhicules qui a été faite, en comparaison des véhicules thermiques et des véhicules électriques. Aujourd'hui, on fait référence en fait à deux études, une étude de la Fondation Nicolas Hulot et une étude de l'ADEME qui montre que sur un coût global, sur une durée de vie globale du véhicule, on est quand même nettement plus, enfin, le coût environnemental est nettement à l'avantage du véhicule électrique. Alors, pour vraiment détailler, lorsque à la fabrication, vous comparez, le véhicule électrique est plus polluant parce que la fabrication d'une batterie électrique est plus polluante, très clairement. Par contre, à l'usage, de par les émissions de CO2 essentiellement, le véhicule thermique est beaucoup plus polluant. Et même au recyclage, aujourd'hui, il faut savoir que les batteries électriques ont une deuxième vie parce qu'elles peuvent stocker de l'énergie. Et donc, elles sont utilisées. Il y a beaucoup d'expérimentations en cours autour du stockage d'électricité, notamment en relais, par exemple, de panneaux photovoltaïques en ombrière de parking. Donc, le panneau fabrique de l'énergie, enfin, va chercher l'énergie solaire, c'est son principe, et va stocker dans une batterie électrique. Donc, en France, on a des expérimentations aujourd'hui. On peut citer une entreprise qui est une entreprise régionale en Occitanie, qui est la SNAM en Aveyron, qui est un des leaders dans le recyclage des batteries en deuxième vie, batteries électriques. Donc, à l'arrivée, un véhicule électrique a un bilan carbone à peu près 70% moins élevé, selon les modèles quand même, 70% moins élevé qu'un véhicule thermique, malgré le fait qu'à la fabrication, ce soit plus polluant. Florent, donc je reprends la parole. On va donner la parole à Mathias Gaillard, donc cofondateur d'Oxao, qui va nous parler de sa startup et Mathias, si tu veux bien, de l'offre relance sobriété carbone que vous mettez en place. Oui. Alors je vais essayer de partager l'écran. C'est possible ? Oui, normalement vous pouvez. Oui, attends, je pense que j'arrête mon partage, tout simplement. Oui. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. D'accord. Alors, tac, on va faire comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran ? Il arrive, oui. Voilà, ça y est. Parfait. Ok. Du coup, notre activité, donc on s'appelle Oxao. Bonjour, Mathias, donc le cofondateur, comme ça a été dit. Évidemment, la crise du coronavirus a un impact économique aujourd'hui, qui est peut-être la première inquiétude désormais. Et donc, ça nécessite une relance. Évidemment, ça ne se fera pas sans impact sur l'environnement et notamment sur les émissions de carbone. Donc, on se propose un service justement de compensation carbone pour les entreprises qui feraient une relance un peu impactante, mais qui servirait aussi avec des co-bénéfices, notamment l'agriculture et la viticulture, qui ont connu évidemment eux aussi des impacts lors de cette crise du coronavirus. Donc cette offre qu'on peut dire un peu conjointe évidemment au passage à la voiture électrique de EDF est assez simple. Nous, on fait des travaux en général, donc des travaux de restauration de milieux naturels. Et en fait, on va voir aussi des agriculteurs et des viticulteurs pour planter des haies, normalement plus orientés pour la biodiversité. Mais finalement, quand on recrée des corridors de déplacement, donc des haies boisées, donc très diversifiées, on plante des arbres et les arbres stockent du carbone.
Donc on s'est dit pourquoi pas aussi le proposer en service de compensation carbone. Donc on fait ça d'abord chez l'agriculteur ou le viticulteur. Et en fait, l'entreprise, si elle a fait son bilan carbone ou si elle l'a pas fait, on l'accompagne, pourra payer les travaux de plantation pour en fait compenser justement son impact carbone. Et on réalisera les travaux, bien sûr. Donc, comme je disais, il y a 3 bénéfices. Il y a les bénéfices, on va dire, ce serait pour l'agriculture déjà. La première, c'est de diversifier ses revenus. En général, il y a beaucoup d'agriculteurs ou de viticulteurs hein, qui étaient sur les exportations. Là, ça s'est arrêté net. Et voilà, ils peuvent être dépendants, évidemment, des fois de la grande distribution. Et diversifier ses revenus, c'est jamais un mauvais plan. Hein, comme on dit, ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Donc voilà, le stockage de carbone pour des entreprises, ça peut être un autre service que les agriculteurs et les viticulteurs pourraient proposer. Le Juste deuxième une petite remarque, est-ce que vous pourrez vous mettre en plein écran, en diaporama? C'est une demande au niveau de la conversation, merci. Voilà, merci. Bon. Le deuxième bénéfice, évidemment, il est sur... je vais laisser ça comme ça. Ils pourront prendre le temps. Le deuxième bénéfice, bien sûr, il est écologique pour l'agriculture, parce que ça servira à la transition agroécologique, et pour l'entreprise, parce que elle arrivera à compenser, à faire de la compensation carbone. Et enfin, le troisième bénéfice, il est plus général à nous tous, c'est justement peut-être une reconquête de la biodiversité et la lutte globale contre le changement climatique. Donc ça, je l'ai passé. Donc je vous donne un exemple d'une personne qu'on accompagne en ce moment à Montbazillac. Donc c'est à côté de Bergerac. Je pense que tout le monde connaît ce vin. Ils sont passés haute valeur environnementale cette année, en 2020. Et en fait, c'est deux fils qui ont récupéré le vignoble de leur père et donc ils commencent à avoir vraiment une démarche vraiment liée à l'environnement. Donc HVE, haute valeur environnementale, c'est un peu l'équivalent du bio, mais sur toute l'exploitation. Donc là, on leur a fait en fait un petit diagnostic de leur exploitation et on a localisé là où on pourrait reboiser, recréer des fossés et aussi replanter, densifier ou planter des haies pour les corridors et les déplacements de la biodiversité. Une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, on fait aussi tout le dimensionnement, on va dire, des travaux et donc on arrive à des coûts de travaux et aussi une estimation du stockage de carbone que peut avoir cette haie. Alors aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait fixé. Combien peut stocker 1 kilomètre de haie, par exemple? Ça oscille entre, des fois on entend 1,5 tonnes de carbone, des fois 2, des fois 4, des fois 6. Donc aujourd'hui, on a intégré la chaire comptabilité écologique qui a été fondée par LVMH en association avec AgroParisTech et l'association Compta Durable, qui travaille sur la notion de triple capital pour les entreprises. Donc, c'est le capital économique, capital naturel et capital humain. Et donc là, on va estimer combien de stocks de carbone peuvent faire justement les haies qu'on propose. Et grâce à ça, on aura, je dirais là, cet été, d'ici l'été, vraiment une offre fine pour la compensation carbone des entreprises qui veulent avoir une responsabilité sociétale également. Bien sûr, voilà. Et donc, on va faire bien sûr le bilan carbone. Et donc, bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais tous nos déplacements se feront en véhicule électrique. Voilà. C'est une très bonne chose. J'en doute pas. Merci beaucoup. Merci. Alors, s'il y a des questions, on peut les prendre de suite. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers vous pour nous poser ces questions. Je remercie beaucoup tous nos intervenants pour ce très intéressant webinaire et très complexe. Merci aussi aux participants pour toutes les questions. C'était vivant et c'était très agréable. Et après ça, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée
et vous dire à très bientôt pour un prochain webinaire du village ByCA Aquitaine. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.